Cet après-midi, on va parler de méthodologie. Donc, c'est un thème qui est très important parce que, comme vous le savez peut-être, TCO se fait souvent accuser de ne pas être très réflexif sur ses propres méthodes, de ne pas réfléchir à la manière dont on fait notre travail et d'avoir peut-être une emphase sur l'analyse de conversation, en fait, toutes sortes de reproches. Je n'ai pas besoin d'en faire la liste. Donc, c'est très intéressant aujourd'hui parce on a deux présentations, une par Frédéric Matt et Geneviève Boivin tout d'abord, et ensuite une par Camille Rizzi et Boris Bromans ensuite, qui vont nous parler de justement l'importance de la réflexivité en ethnographie. Donc, ça, c'est un thème très, une certaine effervescence, disons, sur de la question de la réflexivité, mais ils vont l'aborder différemment. Donc, Fred, ça va être plus Fred et Geneviève, ça va être plus l'auto-ethnographie, Camille et Boris ont une autre approche. Et ensuite, Consuelo et Geoffrey vont nous parler de l'intervention. Donc ça, c'est un autre thème qui est très intéressant aussi, puisque il y a depuis fort longtemps, là, depuis au moins 2014, je pense qu'on a régulièrement là, des réflexions sur la capacité de CCO de pertinente pour les praticiens eux-mêmes. Et donc, peut-être que Consuelo et Geoffrey vont nous donner des pistes de solutions aussi en termes de méthode. Donc, Et Frédéric Routier, t'as oublié. ah, pardon. Ah, excuse-moi, j'ai juste. Ah, ben non, j'ai les trois. Excusez-moi, pardon. C'est sur mon horaire, je pensais avoir juste les deux. Frédéric, je suis profondément désolé de cette omission. J'espère que tu me pardonnes. Donc, sans plus attendre, et avant que je m'humilie davantage, Frédéric, je te cède la parole. Excellent, merci. Donc, je vais partager l'écran. J'imagine que c'est possible de le faire. OK. Donc, ça va tout le monde? Vous voyez ma présentation PowerPoint? Super. Je vous jure que c'est une des dernières fois que j'utilise des données MSF. Moi-même, j'en peux plus, mais donc la pandémie faisait en sorte qu'on recycle des trucs. Et puis, donc, cette idée d'auto-ethnographie-là, qui est en fait des retailles, d'un chapitre d'un handbook. Je vais en faire la promotion ici. Donc, ici, vous pouvez aller voir, je vais vous lire le titre insupportable de Routledge International Handbook of Organizational Auto-Ethnographie. Voilà, qui a été publié. On a fait un chapitre sur l'auto-ethnographie et CCO. Et puis donc, on avait des bouts avec lesquels on s'est dit on pourrait discuter ici et qui vont être des données en partie de MSF. Donc, le plan de match, je vais parler un peu d'ethnographie, de sensibilité interculturelle, mais ça devrait être en fait de insensibilité interculturelle, enjeux postcoloniaux et conclusions. Donc, l'auto-ethnographie, l'idée, c'est qu'on puisse, en étant, disons, la partie de base de ça, l'ethnographie, qu'on est sur le terrain, qu'on tente d'observer, de mieux comprendre une culture, une organisation, bien, l'auto-ethnographie, c'est une posture réflexive, comme Nico en a fait mention, où on va s'intéresser à la pratique du chercheur, mais aussi peut-être, dans le cas qui m'occupe, une position de chercheur, mais aussi d'acteur organisationnel. Donc, les objets, sujets d'études qui vont être abordés aujourd'hui, c'est vraiment des aspects que moi, j'ai pu aborder en fonction de mon rôle d'acteur organisationnel au sein de l'organisation Médecins sans frontières. Donc, c'est vraiment pas simplement un regard porté sur l'autre, c'est un regard un peu nombriliste, disons-le, sur les pratiques de chercheurs. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans l'approche auto-ethnographique, c'est le fait qu'on puisse être aussi acteur organisationnel. Donc, ce n'est pas simplement une réflexion du chercheur, mais aussi, dans mon cas, de quelqu'un qui est impliqué dans l'organisation. Donc, je pense que ça aussi, ça permet disons, de rajouter un élément intéressant à l'auto-ethnographie. Ce que j'ai fait avec les données ici là, de MSF, c'est vraiment une relecture des expériences de terrain via l'écriture. Donc, l'écriture fait aussi, je pense, partie de l'ethnographie, on le sait tous, mais l'auto-ethnographie fait en sorte que des histoires qu'on aurait vécues, qui au départ pouvaient paraître anecdotiques ou superficielles à la limite, ou qui n'étaient pas d'intérêt de recherche, grâce ou à travers l'écriture, peuvent devenir des points d'ancrage super intéressants pour aborder des phénomènes qui souvent sont laissés de côté, hein, comme on va le voir aujourd'hui avec cette idée d'insensibilité interculturelle et puis d'aspect postcolonial. J'ai une citation ici là, qui est assez intéressante de Boyle et Parry. Et c'est en fait ce que ça dit, c'est que c'est justement, l'auto-ethnographie peut permettre d'aborder des sujets qui sont tabous, qui ne sont pas évidents à aborder, soit d'un point de vue de l'ethnographie ou carrément d'un point de vue de chercheur, parce que c'est des enjeux qui sont soit plus personnels, ils sont soit chargés
émotionnellement. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est souvent, peut-être certains chercheurs ont peur d'aborder, hein, parce que soit que ça va les impliquer dans leur propre démarche, soit personnelle, soit d'acteurs ou de chercheurs, ou tout simplement parce que c'est vu comme impertinent à la base. Donc, je pense que l'auto-ethnographie peut aller dans ces directions-là à certains égards et avec certaines limites dont on va discuter un petit peu plus tard. Donc, je vais parler de deux terrains MSF au Niger et Haïti. Donc, les deux vignettes vont être une de une et une de l'autre. Donc, pour ce qui est celle du Niger, j'ai appelé sensibilité interculturelle et je vais m'en tenir au texte qui est inscrit là pour ne pas trop déborder de l'histoire, mais je mettrai en contexte par la suite. Donc, l'auto-ethnographie, pour le besoin du texte, le il, c'est moi, et donc je suis à la troisième personne, mais je ne fais pas ça normalement là, dans ma vie en général, de me parler, faire parler à la troisième personne, c'est vraiment exceptionnel, mais c'est quand même sympathique. Donc, sa naïveté, donc la mienne, a révélé une forme d'ignorance des réalités du terrain MSF au Niger. Il pensait que c'était un non-sens pour la mère de quitter le camion, et l'inexpérience l'a fait réagir de cette manière et alerter le coordinateur MSF. Il s'est dit, cet enfant mourra à coup sûr si la mère quitte le camion. L'idée qu'un enfant pourrait être sacrifié, entre guillemets, au lieu d'être sauvé, entre guillemets, était impossible à concevoir pour lui. L'impressionnante logistique mise en place par MSF pour soutenir ses enfants semblait avoir grandement influencé sa réflexion. Il pensait que son environnement était totalement organisé et contrôlé par MSF. Il réalisait maintenant que ce n'était pas le cas. Il n'avait jamais imaginé une mère refusant une aide médicale. Alors, dans ce cas de figure, c'est vraiment une histoire où une mère avec son enfant qui était mal nourri, malnutri, refusait l'aide de MSF et repartait dans son village. Et donc, moi, j'avais assisté à cette scène-là empreinte d'émotion et j'avais averti le coordinateur qui, lui, m'avait, disons, recadré la situation, expliquant que certaines personnes ici préféraient aller enterrer les enfants dans le village plutôt que d'aller au centre de nutrition MSF. Et ça m'avait marqué, j'avais été choqué pendant un certain temps de cette situation-là. Et le coordonnateur MSF, qui avait beaucoup d'expérience, m'avait aidé un peu à passer à travers ces émotions-là. Et on avait un debriefing, on avait une conversation super intéressante sur comment on procède et les limites de l'aide. Et donc, toute cette idée-là m'a un peu fait penser au fait que finalement, moi, j'étais un homme blanc, nord-américain, et j'avais beaucoup de limites à saisir l'aide humanitaire et ce qui se passait. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça sensibilité interculturelle, mais c'est clairement de l'insensibilité où je n'étais pas en mesure de comprendre la situation et j'ai fait une espèce d'épisode cosmologique et je m'étais désorganisé. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas abordé avec les données MSF parce que ça reste relativement personnel. Mais je trouvais que pour montrer justement qu'un chercheur qui débarque et aussi quelqu'un qui était présent dans l'organisation, qui, quand bien même ait voulu saisir les subtilités du terrain, je n'étais pas en mesure de le faire. Et donc, il y a plein d'éléments dans une ethnographie ou dans une auto-ethnographie qui vont nous échapper, soit de par notre statut ou de par les situations qui vont nous dépasser. Donc, cet aspect-là me semblait assez pertinent pour montrer que l'auto-ethnographie peut avoir une valeur dans les recherches CCO, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur la com et, bon, et sur la manière dont on s'organise. Donc, ça, c'est le premier vignette de MSF qui m'apparaissait intéressante et où finalement, dans le fond, mon rôle de chercheur était très limité et où je n'ai pas pu saisir toutes les subtilités qui étaient mises devant moi. Le deuxième vignette, c'est Haïti. Et donc, je vais aussi lire la citation qui est une des notes en partie de terrain. Donc, il semble que son statut d'expatrié, le statut d'expatrié, c'est bien moi, sur lequel il n'avait aucun contrôle, a servi d'outil de communication pour MSF. Il a représenté MSF d'une manière spécifique en reproduisant un truisme bien connu selon lequel un volontaire d'une ONG internationale devrait être un expatrié, lire blanc, par son apparence même associée à des dynamiques stéréotypées, mais malheureusement toujours actuelles, le rapport postcolonial à Haïti. Il était partie prenante d'un processus dans lequel il ne pouvait pas totalement s'échapper. Du moins, c'est ce qu'il pensait à l'époque du terrain. Donc, la situation, encore une fois, plutôt anecdotique, on s'est servi de moi pour faire parce qu'on devait faire passer un message aux Haïtiens à la radio. Et le coordonnateur terrain, qui était un Haïtien, qui était mon collègue, m'a dit « Viens avec moi à la station radio, ils vont te faire rentrer, ils vont te faire rencontrer le directeur et ils vont passer le message tout de suite. » Et j'ai demandé pourquoi cette situation-là. Bien, ils m'ont dit « Parce que tu es blanc. »
Puis, ils vont croire que tu es le directeur MSF et que tu es la personne la plus importante. Et moi, j'étais très mal à l'aise et je ne voulais pas embarquer dans ce jeu-là. Et finalement, on m'a convaincu et j'ai été, finalement, ça s'est passé comme il m'avait dit que c'était pour se passer. On a réussi à faire passer le message aux Haïtiens à la station de radio sans délai. Et donc, dans cette situation-là, il y a plusieurs questions éthiques, évidemment, qui peuvent être soulevées, et dont la question du post-colonial à Haïti particulièrement, mais surtout à MSF, parce que finalement, MSF se dit la plupart du temps international, neutre, mais il y a quand même une certaine reproduction d'une vision instrumentale de l'aide, mais là, qui était créée par moi-même, mais aussi des dynamiques postcoloniales qui étaient aussi en partie créées par moi-même, mais avec laquelle j'avais de la difficulté et peut-être l'organisation a de la difficulté à s'échapper. Je sais qu'aujourd'hui, en 2021, MSF tente de remettre des centres opérationnels en partie en Afrique, mais ça reste quand même une organisation où c'est toujours les mêmes personnes qui contrôlent et qui dirigent. Et il y a beaucoup de débats à l'interne en ce moment même, depuis plusieurs années, mais c'est très difficile à faire changer la culture organisationnelle où finalement, il y a ces enjeux-là qui sont encore sur le terrain présents, malgré les images, les campagnes de com, malgré la bonne volonté. Donc, cet enjeu postcolonial-là, je l'ai, disons, traduit, si on veut, par rapport à ma petite histoire, qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment, disons, je n'avais pas réfléchi précisément sur les enjeux qui étaient soulevés par la situation, mais qui, en relisant les notes, en revoyant des éléments que j'avais soit filmés ou enregistrés, m'ont fait réaliser que finalement, ça faisait un certain temps que ça parcourait l'organisation, ces enjeux-là, de volonté de s'internationaliser, mais pour vrai, et d'enlever les, disons, prises de pouvoir en Europe principalement, mais qui étaient simplement des discussions à l'époque, mais que je moi-même, finalement, reproduisais, malgré moi, dans cette situation-là à Haïti. Donc, pour moi, l'auto-ethnographie, dans ce cas-là, a une plus-value parce que c'est quelque chose, d'une fois personnel, mais qui peut transcender cette petite scénette ou cet épisode qui était assez anecdotique, mais qui finalement traduisent des préoccupations de l'organisation qui aujourd'hui sont encore super actuelles. En conclusion, la question de l'auto-ethnographie et CCO en particulier, je pense, comme Nico en a fait mention, l'approche réflexive est super intéressante, mais surtout critique peut-être, hein. Donc, ça peut permettre d'être critique de nos propres pratiques de chercheurs et des limites de celles-ci. Donc, ça, moi, ça m'intéresse parce que je pense que CCO peut-être mériterait peut-être une vision un peu plus critique de ses propres manières de faire. Ça nous a donné l'occasion, oui, l'auto-ethnographie donne l'occasion d'aller chercher et d'explorer des sujets dits sensibles, voire tabous. Et dernier point, la posture auto-ethnographique peut être limitée, certes, hein, parce que c'est vraiment parti d'un point de vue ethnocentré, pour ne pas dire égocentré, mais peut révéler des contextes qui sont souvent exclus de la recherche. Hein, donc, postcolonial, ce n'est pas évident, même si c'est vu d'un point de vue ici d'homme blanc dans la quarantaine, hein, ce qui pourrait être ironique, mais quand même, je pense qu'on peut aborder ça pour montrer justement qu'on ne peut pas tout comprendre. Et l'aspect de l'insensibilité culturelle dans le cas du Niger. Voilà, merci. Excellent, merci beaucoup Fred. C'est efficace et rapide, mais en même temps très complet. Donc, comme on avait fait dans la première partie ce matin, on va prendre les questions à la fin des trois présentations. Donc, je vais tout de suite céder la parole à à Camille et Boris. Oui, merci. Merci Nico, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la diapositive? Oui. Okay. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est moi principalement qui vais faire la présentation, mais au nom de Boris et moi. Donc, moi, je suis Camille Bézy, je suis doctorante en communication sous la direction de Boris. Et on va vous présenter les grandes lignes de l'article qu'on a coécrit pour le numéro spécial donc, des 20 ans de la CCO, dans communication et organisation. Et donc, dans cet article, on a proposé une approche relationnelle de la pratique réflexive, qui fait vraiment suite à ce que vient de nous présenter Frédéric. Et donc, il s'agit d'un article principalement méthodologique qui met l'accent sur la relation de co-constitution en fait, entre chercheurs et organisations au fil de l'engagement du chercheur dans l'organisation dans laquelle il s'immerge.
Donc, ce qu'on invite à prendre en considération, c'est que le processus réflexif, on peut le voir comme un des processus communicationnels de constitution des organisations, ce qui consiste en particulier à davantage analyser les notes de journal de bord, puisque c'est là que les traces de la pratique réflexive sont les plus présentes. Et puis, se concentrer sur l'analyse de ces traces réflexives, ça nous permet d'adresser donc cette question de recherche qui est dans l'encadré vert. Donc, comment la pratique réflexive permet-elle de participer au tissage relationnel qui contribue à la constitution communicationnelle des organisations? Et cette métaphore en fait, du tissage relationnel, elle est inspirée donc, des métaphores très ingoldiennes, où plein de... Donc Ingold, c'est un anthropologue social qui a ces idées qui étudie beaucoup par des lignes et des chemins en fait, qui tissent des relations et à partir desquels des organismes sont créés. Et donc par organisme, nous, on entend organisation. Donc, en fait, en d'autres termes, nous aussi, on propose d'aller un peu plus loin dans l'analyse de la réflexivité que ce qui est explicité à propos de la réflexivité actuellement en CCO. C'est-à-dire que actuellement, souvent, la réflexivité est mentionnée pour étoffer l'analyse par une connaissance intime du terrain, ou alors pour prendre du recul méthodologiquement, pour signifier des limites de nos méthodes, ou l'influence peut-être qu'on peut avoir sur nos terrains. Mais nous aussi, ce qu'on invite à faire, c'est un peu similaire à ce que Frédéric et Geneviève ont fait dans ce chapitre sur l'auto-ethnographie, mais à cette différence près que ce qu'on invite à faire, c'est de comprendre la réflexivité comme un des principaux outils de recherche, en particulier de recherche ethnographique, et pas seulement comme étant propre à l'auto-ethnographie. Donc notre perspective, elle s'inspire particulièrement d'expériences ethnographiques qu'on a fait chacun de notre bord, Boris et moi, que ce soit lui dans ses terrains, puis moi pour ma recherche doctorale. Et notre article, il se base surtout sur une vignette qui est extraite de mon terrain de recherche, donc pour mon doctorat, pour laquelle en fait, je me suis immergée pendant 8 mois dans une start-up qui s'appelle Prélude, enfin c'est un nom fictif, mais voilà. Et Prélude donc développait des agents conversationnels. Donc, pour expliquer rapidement les agents conversationnels, ce que c'est des systèmes de dialogue qui sont conçus donc, pour parler avec des humains par interface soit textuelle, soit vocale. Et donc, Prélude développait en particulier un agent conversationnel qui était utilisable sur Google Assistant. Donc, Google Assistant, c'est l'équivalent de Siri sur l'iPhone ou Alexa pour Amazon. Et donc, comment ça fonctionne? C'est qu'à partir du moment où on dit le mot-clé pour l'activer, donc dans le cas de Google, c'est Hey Google ou OK Google, notre voix est enregistrée, elle est transcrite en temps réel, et puis elle est analysée automatiquement pour repérer les mots-clés et répondre de façon appropriée. Et ces agents conversationnels, ils sont critiqués pour enregistrer assez souvent par erreur et capter alors des situations avec des informations qui peuvent être très personnelles. Et donc mon rôle dans cette organisation, ça a été d'accompagner l'équipe pour opérationnaliser des enjeux éthiques dans le design du bot. Donc j'étais intéressée à observer la matérialisation de l'éthique dans cette organisation, mais finalement j'ai eu un rôle de plus en plus actif où finalement c'est presque moi qui contribuais vraiment fort à matérialiser l'éthique. Et donc ça, c'était aussi une évolution qui se repère beaucoup par la pratique réflexive. Et donc je me suis en particulier concentrée sur des enjeux de respect de la vie privée et d'obtention d'un consentement valable. Donc ce qui implique d'instaurer de bonnes pratiques de traitement des données personnelles, et ça va beaucoup influencer, moi, ma manière, mon éthique de recherche, en fait, à l'égard des données que je vais collecter. Donc rapidement, les méthodes, pour être un peu transparente là-dessus, les méthodes ethnographiques utilisées, ça a été principalement de l'observation participante, avec un accent qui a été mis sur la participation pour comprendre que j'ai activement contribué aux activités de l'organisation. Donc, j'ai participé à des pitchs, présenté aussi lors de ces pitchs auprès de clients, j'ai participé à des tests utilisateurs, j'ai aidé à corriger des bugs dans l'agent conversationnel, donc j'ai une posture assez active. Et les traces de cette observation et de cette participation, elles ont été collectées principalement dans le journal de bord que j'ai tenu donc quotidiennement, et qui s'est mis donc à constituer une source vraiment primaire de données ethnographiques à analyser. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas vraiment de façon très transparente en CCO, c'est le poids du journal de bord dans nos analyses. Et le fait de faire du journal de bord une source primaire de données, c'est vraiment pas une innovation, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ethnographie. C'est très dit là dans ce livre, Writing Ethnographic Field Notes, de Emerson Fred Shaw.
Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces notes, elles tissent une sorte de conversation textuelle entre la chercheur, donc moi, et l'organisation au fil de l'immersion. On voit vraiment à quel point, au fil des notes, mon processus de recherche, il est travaillé par ce que j'observe dans l'organisation, par les différents processus organisants à l'œuvre et tout ça. Et puis, on voit aussi comment mes actions, elles contribuent à l'organisation en constitution, notamment parce que j'évoque et j'explique la création des documents auxquels j'ai contribué avec l'équipe, enfin tout ça. Donc ces notes ou cette conversation textuelle, elle s'accompagne d'enregistrements de réunions, mais qui représentent seulement 3% du temps total passé sur le terrain finalement. Mais ce qui est intéressant à entendre dans ces enregistrements, c'est l'évolution des manières de parler et à quel point il y a des résonances et des porosités entre les différentes choses qui semblent compter selon les uns et les autres et qui évoluent vraiment au fil du terrain et qui sont aussi explicitées dans les notes. Donc le contexte de notre article se base sur une situation très particulière, sous forme de vignette. Donc je n'ai pas retranscrit la vignette là parce qu'on n'a pas du tout le temps. Mais très rapidement, il s'agit donc d'une réunion qui s'organise de façon un peu impromptue dans ces locaux. Donc on est dans une de ces salles de réunion vitrées. Là, la photo est prise en fin de journée, mais habituellement, il y avait beaucoup de monde, ça grouillait de partout. Et donc au fond, là-bas, c'est les espaces de travail de Prélude. Donc c'est une réunion où c'était un peu tendu, c'était pour préparer un pitch. Et puis petit à petit, les gens ont commencé, donc les membres de l'équipe ont commencé à parler d'éthique sans que moi-même j'ai intervenu pour quoi que ce soit pour présenter ce que j'avais préparé. Donc j'ai été très tentée d'enregistrer, mais j'ai pas pu formaliser le consentement avant dès le début de la réunion. Donc j'ai laissé mon dictaphone éteint, mais toute la vignette porte sur cette tentation d'enregistrer. Mais donc cette tentation, elle entre en contradiction avec mon rôle sur le terrain, qui consiste à accompagner le développement responsable de cet agent conversationnel, notamment en évitant les enregistrements intrusifs. Sinon, ce serait faire comme un agent conversationnel intrusif, alors que je suis là pour éviter ce genre de pratique. Et donc cette vignette, elle est également rythmée par des marqueurs réflexifs, comme des expressions comme « je me suis dit que »,« ça m'a dérangé », où il y a d'autres mentions de ressenti, des choses comme ça. Mais en fait, ces marqueurs, on invite à les considérer comme ce que Consuelo Vázquez appelle dans un article de 2020 des dynamiques relationnelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réactions individuelles ou intimes, mais plutôt des dynamiques relationnelles qui s'articulent autour d'un objet précis. Et dans notre cas, c'était autour de la pratique de collecte de données et son éthique. Donc c'est une des dynamiques relationnelles que la pratique réflexive retrace en particulier dans notre vignette, c'est celle entre la chercheure, donc moi, l'agent conversationnel et par extension toute l'organisation qu'il développe et dont je faisais partie. Donc l'objectif, c'est de tout faire pour ne pas faire comme un agent conversationnel qui serait intrusif, qui collecte des données personnelles par excès. Et donc, ça va influencer ma façon de collecter mes données. Donc, on a un premier effet de co-constitution chercheur-organisation, où je vais limiter vraiment drastiquement tous mes enregistrements, alors que beaucoup de choses se passaient de façon informelle, beaucoup d'informations, donc il y a souvent quand même la tentation d'enregistrer, mais je me suis vraiment... j'ai jamais cédé, j'ai vraiment toujours limité à un consentement très formel, ce qui fait que les enregistrements sont assez rares finalement. Et dans un deuxième temps, on voit aussi comment un des processus organisants de cette équipe, de cette organisation, qui consistait donc à s'organiser de façon à respecter les principes de protection des données personnelles, instaurer des bonnes pratiques de collecte de données et tout ça, ça a beaucoup évolué aussi à la lumière de mon évolution, où je me suis mise à penser avec ces préoccupations organisationnelles. Elles n'étaient pas amenées que par moi, mais elles étaient vraiment partagées par l'équipe. Il y avait vraiment cette volonté de mettre en place des bonnes pratiques. Et donc oui, finalement, ça m'a amené à adopter une démarche de recherche qui consiste à étudier avec l'organisation plutôt qu'à étudier les membres eux-mêmes de l'organisation. Donc pour conclure très rapidement, ce qui est intéressant avec l'analyse de journal de bord, qui consiste en une analyse de la pratique réflexive, en fait, c'est de pouvoir rendre compte de la constitution de l'organisation par autre chose que des paroles ou des moments de réunion.
Donc, on peut en rendre compte, par exemple, par les compétences qui se développent, des réflexions qui entrent en compte dans les activités de l'organisation et qui sont explicitées par l'écriture de notes de terrain, mais qui prennent la forme de silence, parfois quand on enregistre en réunion, ou alors ça peut prendre la forme aussi de précision sur les façons dont des documents évoluent et se répondent les uns les autres, tout ça. Donc, en fait, toutes ces notes, elles permettent d'informer cette constitution organisationnelle par une voix qui reste souvent un peu implicite, voire silencieuse dans ces moments plus formels. Donc, la réflexivité, pour prendre la métaphore d'Ingold, elle se présente un peu comme une pratique qui accompagne ce chemin de l'organisation au fil de sa constitution, non pas parce qu'elle permet un retour sur soi comme un point qui serait très fermé sur lui-même, donc c'est le premier schéma d'un organisme selon Ingold, mais plutôt parce qu'elle se dessine donc comme une ligne de constitution, comme un chemin qui va croiser plein d'autres chemins et qui fait qu'en fait la réflexivité, c'est une des relations qui constituent l'organisation. Voilà, je m'arrête là. Merci. Super, merci beaucoup Camille et Boris. Donc, avant qu'on passe aux questions, je cède la parole maintenant à Consuelo, Geoffrey et Frédéric. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Oui, merci, c'est moi qui partage l'écran. Donc, la question de rigueur, est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Je mets... Voilà. Merci. Merci à tous qui sont encore présents à cette heure de la journée, surtout pour nos amis européens. Geoffrey, Frédéric et moi, on est vraiment contents d'être ici avec vous. Geoffrey, en fait, vient de la Société canadienne du cancer. Il est membre de l'équipe Expérience bénévole. Frédéric Routier, elle est étudiante à la maîtrise à l'UQAM et membre du RECOP. Et moi, je suis professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une partie d'un chapitre que nous sommes en train d'écrire pour un ouvrage collectif qui est coordonné par Isabelle Ruellan, Isabelle Mailly et Jacques Réaume, et qui est en fait un manuel pour l'enseignement de cours dans le cadre d'un programme qu'on a à l'UQAM sur la communication humaine et organisationnelle et qui porte sur l'intervention en milieu organisationnel, où à l'UQAM, on utilise le terme milieu organisé. On nous a demandé, la commande qu'on a, c'est d'écrire un chapitre sur l'apport des approches TCO à l'intervention, ce qui nous a mis dans une situation quand même assez spéciale parce que, oui, il y a eu des conversations et des réflexions là-dessus, mais jusqu'à présent, très peu d'articles publiés ou de chapitres qui systématiseraient une démarche d'intervention à la CCO. Donc, c'est ce qu'on essaie de proposer dans ce chapitre. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est, disons, la partie illustrative. Donc, dans le chapitre, on a une partie où on présente un cas, qui est le cas qu'on va vous présenter, donc de restructuration majeure à la Société canadienne du cancer. Et ensuite, une démarche d'intervention avec des étapes qui pourraient être mises en place. Excuse-moi, Consuelo. Oui. Si tu permets, est-ce que tu peux basculer ton mode d'affichage? Parce que là, tu nous vends des punchs. On voit, vous voyez on voit ton mode présentation et tes notes. Alors, on voit les punchs s'en venir. Oui, c'est vrai. Hein, vous voyez tout ce que je dis. J'arrête le diaporama. Puis là, je me mets en mode... Là, je ne sais pas comment faire, alors... Refais la même chose. Démarre ta présentation et dans le haut de l'écran, le troisième bouton te basculer entre les modes d'affichage. Et tu devrais... Voilà. C'est là. Bon, merci, Nani. J'ai appris quelque chose. Donc, j'étais en train de vous dire que la démarche d'intervention qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle va être en fait mise à l'épreuve dans quelques semaines parce que Frédéric commence un stage de recherche auprès de l'équipe de Geoffrey. Et donc, pendant les 3 prochains mois, elle va justement les accompagner dans une démarche d'intervention qui est en fait le cadre de son projet de mémoire de maîtrise. Voilà, donc on va finir après, si le temps nous permet, avec quelques questions qui vont faire un lien avec la notion de réflexivité présentée par Camille et Frédéric précédemment. Geoffrey, à toi la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, sinon faites-moi des grands signes.
Comme a dit Consolo, moi, je suis partenaire d'affaires expérience bénévole à la SCC, la Société canadienne du cancer, et je vous présente le cas d'étude. Pour faire rapidement, là, on va vous laisser lire un peu, mais à la SCC, on a connu de nombreux changements au cours des 5 dernières années, beaucoup, avec des fusions et tout ça, et qui ont eu certaines conséquences plus ou moins légères. Mais aujourd'hui, je veux surtout vous parler des gros changements majeurs qui sont arrivés avec la COVID l'année passée, puisque ce sont beaucoup des changements brusques et qui sont arrivés sans accompagnement du tout et qui n'étaient bien sûr pas prévus. Parmi lesquels, on a eu une grosse restructuration de la SCC avec le licenciement de 40% des employés, la fermeture de bureaux locaux. Au Québec, on avait 13 bureaux locaux éparpillés sur le territoire et maintenant, on a seulement Montréal et Québec. Les services ont aussi été virtualisés. Le bénévolat est devenu du télébénévolat pour protéger autant les bénéficiaires de nos services que la population générale, nos employés, les bénévoles, bien sûr. Donc ça a entraîné vraiment une réduction du nombre de rôles bénévoles, avec principalement des rôles de leader sur des comités organisateurs. Et on n'a plus aucun rôle en personne ou occasionnel, comme par exemple pour la campagne de la Jonquille, pour ceux qui connaissent, ou les bénévoles qui venaient aider le jour du relais pour la vie, peu importe la ville où ça se passait. Les relations avec les bénévoles sont habituellement gérées par des employés partenaires, donc qui étaient éparpillés dans les bureaux locaux. Mais avec la restructuration, ça a vraiment augmenté le ratio de bénévoles par employé. Par exemple, avant la COVID, on avait 40 employés qui géraient 95 comités organisateurs d'événements. En 2021, c'est seulement 5 employés qui gèrent 60 comités. Donc, le soutien est vraiment différent. On peut passer à la suivante. Donc, tout ça, ça a des conséquences. Vous voyez que les 5 premières, sont apparues et se cumulent depuis déjà 5 ans minimum. Mais la COVID a vraiment exacerbé la majorité de ces points, notamment à cause de l'augmentation des changements et surtout de leur ampleur en 2020. Il y a aussi le fait que certains bénévoles ont un historique relationnel qui est plus ou moins positif avec la SCC et qui peut remonter à 10, 15 ou 20 ans parfois. Mais les nouveaux points qui prennent le dessus en ce moment, c'est vraiment ceux qui sont liés au bénévolat virtuel, parce que personne n'était préparé à ça, ni nous, ni les bénévoles, et au sentiment d'abandon des régions dû à la fermeture des bureaux locaux, au licenciement des employés avec qui les bénévoles étaient directement en relation et à la virtualisation des services qui étaient alors à la base donnés sur place par des bénévoles avec un employé. Suivant. Depuis l'été 2020, on a mis en place de nombreuses actions pour réduire l'impact du changement et maintenir ou renouveler l'engagement des bénévoles. Notamment, on a donné beaucoup d'informations sur la fermeture des bureaux, sur la restructuration, la virtualisation des services et du bénévolat. On a organisé une première rencontre nationale d'information virtuelle, un town hall, qui était donné par la PDG nationale, le représentant du Québec et moi-même. On a donné de la formation et puis on continue à faire du recrutement qui malheureusement est très limité. Comme je l'ai dit, c'est essentiellement des rôles leaders sur des comités organisateurs et donc avec des compétences qui sont très spécialisées. On privilégie toujours le recrutement à l'interne auprès des bénévoles habituels, mais on fait aussi du recrutement externe. On a développé une plateforme de recrutement en ligne et parce qu'on recherche, il y a des nouvelles conditions au bénévolat. Qui sont notamment avoir des outils et des compétences informatiques puisque c'est du télébénévolat. Et enfin, on travaille beaucoup sur l'empowerment, l'autonomisation des directeurs de comité pour pouvoir pallier à la réduction du soutien des employés. Suivant. Les résultats qu'on a obtenus sont encore mitigés. Le recrutement reste très difficile. À l'interne, on a beaucoup de bénévoles qui ne veulent pas reprendre leur rôle et ne sont pas intéressés par ceux qu'on leur propose. Et à l'externe, les gens semblent vouloir faire du bénévolat. On a beaucoup de personnes qui visitent nos offres, mais ne postulent pas. Alors, on présuppose que, entre autres, ça peut être par peur des grandes responsabilités qui sont liées. Beaucoup de gens veulent faire du bénévolat occasionnel et actuellement, on leur propose seulement des rôles avec beaucoup d'heures de travail par semaine et sur le long terme. La participation aux activités est très faible, tant pour la formation que pour les activités sociales. Et enfin, de nombreux bénévoles
qui nous disent vouloir reprendre leur rôle changent d'avis en cours de route, y compris à 1 mois et demi de l'événement. J'ai encore eu des annulations aujourd'hui pour le Relais pour la vie qui est le 12 juin. Ce qui est vraiment nouveau, puisqu'avant, quand les personnes s'engageaient, c'était pour rester jusqu'au bout, sauf exception. Suivant. Le but principal de l'intervention, c'est vraiment de nous aider à remobiliser les bénévoles du Québec en priorité. Donc pour ça, on veut vraiment travailler sur une manière de renforcer le sentiment d'appartenance aux diverses communautés bénévoles et à la communauté générale de la SCC. Appartenance aux communautés, par exemple l'appartenance à la communauté du Relais pour la vie, de la course à la vie, de la prévention. À chaque fois, c'est comme des petites communautés différentes, donc pour travailler aux différentes échelles. Et le souhait, c'est qu'il en résulte un plan d'action pour créer une culture du bénévolat à la SCC qui soit propre au Québec et qui s'appuie sur les divers portfolios, donc comme j'ai dit, les différents événements par exemple, qui réunissent les bénévoles. Et ce plan d'action inclurait des actions sociales, des activités sociales, de la formation, un calendrier de communication et des méthodes de consultation régulières. Suivant. Et je laisse la parole. Merci Geoffrey. Donc en fait, voilà le contexte de la commande. Et nous, ce qu'on s'est dit premièrement, c'est qu'est-ce que les approches CCO pourraient apporter justement à un contexte comme lequel. Et il y a certaines prémices qu'on trouve qui sont générales, qui sont au-delà du contexte que Geoffrey nous a présenté et que je vais vous présenter très rapidement. En fait, ce qui m'intéresse plutôt, parce que vous les connaissez pour la plupart, c'est comment on peut traduire ces prémices dans le contexte d'une démarche d'intervention ou d'accompagnement d'un changement, comme c'est le cas de la SCC. Donc, la première, le changement est constitutif des organisations. On est dans une vision processuelle de l'organisation comme organizing. Et donc, ici, une démarche d'intervention est moins dans une logique de planification du changement que d'accompagnement du changement. Deuxièmement, la communication a une force transformatrice, donc elle permet de changer. Et cette prémisse est quand même centrale si on veut justement amener un changement ou accompagner un changement. Concrètement, comment ça peut se traduire? C'est de prendre dans l'intervention, la focale de l'intervention, selon les diverses modalités de la communication. Donc, utiliser la conversation, utiliser le texte, la mise en récit, la métaphore, prendre ces modalités comme étant on pourrait dire des outils ou des processus avec lesquels on va faire l'intervention. Troisième prémisse, la communication et relations, donc cette vision relationnelle de la communication. Ici, cette prémisse peut se traduire dans cette sensibilité à d'autres acteurs que des acteurs humains. On a parlé tantôt de production de sens, oui, de coproduction de sens, mais comment peuvent participer d'autres acteurs plus qu'humain ou autre qu'humain, si on veut reprendre l'expression proposée par François. Et donc, dans le cas de la SCC, on pourrait penser à ces bureaux qui ont disparu, à la virtualisation et donc l'activité qui passe par d'autres médias qui sont en train de faire une différence dans la manière de relationner avec les bénévoles, mais aussi de faire le travail concrètement. Et dernièrement, la prémisse de ne jamais quitter la terre ferme des interactions. Nous la voyons comme une invitation à prendre l'interaction comme l'unité d'intervention, donc d'agir à ce niveau-là, et aussi un des modes d'accompagnement, donc dans les modalités de la communication privilégiée pour faire une démarche d'intervention. Je cède la parole à Frédéric. Donc maintenant, pour proposer dans le fond une opérationnalisation de ces prémices théoriques-là en fonction du cas de la SCC, on va mobiliser principalement 2 concepts qu'on va relier ensemble, qui vont être les concepts d'attachement et de cultivation. Donc, je vous lis la petite citation. En cultivant des figures dans leurs conversations, documents et pratiques, les membres d'une organisation établissent aussi différentes formes d'attachement qui peuvent être vécues comme des contraintes lorsque, par exemple, on sent le besoin ou l'impératif d'obéir à une norme, une politique ou une règle, ou des désirs, donc comme lorsqu'on a à cœur un principe, un idéal ou une valeur. Bon. Donc, en reliant ces deux concepts-là, dans le fond, les bénévoles, dans leur pratique, vont vraiment osciller entre attachement, détachement et rattachement de l'objet pouvant être la cause, la mission, l'organisation, la pratique. Les bénévoles donc s'engagent puisqu'ils s'attachent et se détachent de la cause, de la mission, de l'idée et des valeurs de l'organisation et de la pratique. Donc, le processus d'attachement, détachement, rattachement, il est particulièrement prégnant dans la pratique bénévole parce que le bénévolat repose quasi exclusivement en fait sur des dimensions qui sont émotionnelles et motivationnelles.
Donc, la cultivation, quant à elle, c'est vraiment un processus qui est compris, c'est compris comme un processus en fonction duquel les individus cultivent des valeurs, des principes, des croyances ou des façons de faire au sein de leur pratique organisationnelle. Donc, ces valeurs, ces principes, etc., c'est ce qu'on va appeler les figures, en fait, et cet ensemble de choses, donc, cultivées. C'est un processus qui est fondamentalement itératif, par lequel les individus cultivent ces figures-là au sein de leurs interactions quotidiennes afin d'énacter, dans le fond, la culture organisationnelle. En cela, c'est un processus qui est vraiment socialement ancré parce qu'il dépend des dynamiques interactionnelles et communicationnelles qui se mettent en place dans les communautés bénévoles autour d'un projet commun. Donc, l'attachement-détachement est un processus complexe qui allie, dans le fond, raison et émotion, et le tout dans le cadre d'un sentiment d'appartenance à un groupe. C'est également un processus qui est fondamentalement performatif, puisque les agents et les agentes, dans leurs interactions, font parler des figures, donc les figures dont je vous parlais à la manière de ventriloque. Ils ne font pas juste nommer la figure lorsqu'ils parlent, ils l'énactent. Donc, on voit vraiment le caractère constitutif ici. Donc, attachement et cultivation ensemble, c'est un levier de développement du sentiment d'appartenance et de la volonté d'engagement, qui est l'objectif de cette intervention-là. Donc, le but du plan d'intervention, c'est de comprendre les dynamiques d'attachement et de détachement en identifiant ce qui est cultivé dans les interactions. Donc, l'intervention qu'on va faire ensemble part de la prémisse que pour stimuler l'attachement et l'engagement des bénévoles, il faut cultiver les figures des bénévoles. Donc, pour ce faire, il faut que l'organisation identifie et comprenne les figures qui sont adoptées, mobilisées et négociées par les bénévoles afin de pouvoir s'adapter à celles-ci. Donc, on souhaite vraiment s'extirper d'une vision qui est passive de la culture comme étant simplement partagée pour vraiment rentrer dans une conception fondamentalement proactive de la culture. Prochaine. Donc, les étapes de cette intervention-là, ça va être diagnostic, analyse, activité pilote et développement du plan de communication. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de temps, mais les voilà ici. Donc, vraiment, on va premièrement on va identifier, comme je disais, les différentes communautés et les figures qui sont cultivées. On va faire une analyse de tout ça. On va mettre en place une activité pilote sous la forme de World Café. Donc, et on va en faire l'évaluation pour pouvoir discuter et identifier ces valeurs cultivées-là. Et puis, en fonction de ce qu'on va trouver, on va développer un plan de communication pour aller stimuler et cultiver ces figures-là. Peut-être un dernier élément avant cette dernière diapo. Juste insister par rapport à ces 4 étapes que la dimension conversationnelle et interactionnelle est de base et donc tout ça va être enregistré et aussi les réunions de l'équipe donc d'intervention composée de Geoffrey, Fred, les autres membres de l'équipe Expérience bénévole parce qu'on considère aussi que dans ces réunions-là, il y a aussi nous sommes en train de cultiver aussi des valeurs et des formes d'attachement à la SCC. Donc, pour finir, il y a un mode d'ouverture. Une des questions qu'on se pose et sur lesquelles on aimerait avoir votre avis, c'est quel est le rôle de l'intervenante chercheur lorsqu'elle prend cette posture qui est celle des approches constitutives. Et cette question, elle nous est en fait inspirée d'une question que Barbara Czarniewska pose d'ailleurs, mais elle la pose autrement. Elle va nous dire, peut-on être un consultant constructiviste? Et sa réponse, si je comprends bien, c'est oui. Mais il faut d'une part reconnaître qu'il y a des logiques très différentes entre une logique de consultation-intervention et une logique à visée plus heuristique comme celle des approches CCO. Et d'autre part, en reconnaissant ces différentes logiques, c'est de créer des espaces liminaux qui permettraient en fait un dialogue entre ces différentes logiques. D'autres manières qu'on pense justement qu'on pourrait répondre à cette question-là, c'est à partir de l'idée qu'on est orienté processus et non résultat, et donc l'accent sur le processus lui-même, et par exemple ces séances de conversation, le World Café et les focus group, et aussi la dimension réflexive qui a été abordée dans les autres présentations, donc une réflexivité qui est non seulement celle de la chercheure ou d'intervenante, mais aussi des participantes et des participants à la recherche, donc une réflexivité qui est collaborative ou ce que Conliffe appelle aussi d'amener la réflexivité chez les praticiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Donc, écoutez, je vois déjà une main levée. Il y a plein de questions sur le document Google Doc. Je pense que les 3 présentations ont fait un effet bœuf.
Donc, puisque Bertrand lève la main, je vais lui céder la parole. Et ensuite, si vous voulez, je vais reprendre les questions qui sont dans le document ou je vais demander aux gens s'ils veulent poser leurs questions oralement. Donc, vas-y, Bertrand, pour le moment. Alors, j'étais en train de l'écrire en même temps sur le document. Moi, c'est une question. Bon, merci à tous là, pour ces communications très précises et très passionnantes. Moi, c'est une question qui amorce un peu ma réflexion de demain. Je vais l'adresser à Consuelo, mais elle s'adresse autant à Fred. J'ai beaucoup aimé tes dernières paroles, notamment. Alors, il y a ta slide où tu dis, je lis en même temps ce que j'ai écrit. Là, tu parles de visée transformative de la communication. Et après, tu as évoqué Archenka quand elle parle de comment être consultant constructiviste. Et donc, ma question, c'est jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire que, OK, on a le premier niveau CCO, où CCO observe ce qui se passe, on est constructiviste, mais on n'intervient pas. Deuxième niveau, on est partie prenante d'une intervention, un projet de changement ou de transformation voulu par l'entreprise, et on utilise les concepts CCO pour accompagner ce changement, soit qui se passe mieux ou qu'il soit mieux accepté. Et il me semble qu'il y a un troisième niveau, celui que je voudrais explorer demain, et celui, je pose la question là, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas dire que CCO serait elle-même porteuse d'un changement sociétale ou d'une utopie organisationnelle, et que quand elle intervient dans les changements orga, elle se positionne en amont. Non, là, votre changement, il n'est pas bon, je ne veux pas intervenir. Moi, je veux intervenir sur un changement de ce type-là. Voilà. Juste pour être certaine que j'ai bien compris, Bertrand, merci pour la question. Donc, ton troisième niveau serait un niveau qui serait plus programmatique? Est-ce que c'est plus comme une certaine agenda de recherche qui ferait en sorte… Oui, voilà, c'est-à-dire prendre non plus, toi, premier niveau, on fait qu'observer, deuxième niveau, on accompagne le changement voulu par d'autres, troisième niveau, c'est nous-mêmes en tant que discipline qui sommes porteurs d'un modèle organisationnel, d'une utopie organisationnelle, et qui utilisons nos concepts non pas pour les mettre au service de changements voulus par d'autres, mais pour expliquer aux organisations comment aller dans le sens du modèle que nous, on prescrirait comme étant le meilleur. Ce qui, je suis d'accord, est presque antinomique avec la posture CCO au départ, qui n'était pas prescriptive. Mais on a la discipline à 20 ans, et donc voilà, moi j'ai envie d'explorer ces questions. Après, je n'ai pas une réponse arrêtée là-dessus, mais je trouve intéressante ta réflexion parce que, d'une part, tu viens de le dire, ça amène un peu à remettre en question cette idée que CCO n'est pas prescriptif et qu'on est plus dans, les acteurs eux-mêmes connaissent leurs pratiques et nous, ce qu'on fait, c'est peut-être refléter leurs pratiques, la montrer autrement, mais finalement, ce sont eux et elles qui vont avoir le dernier mot. Et d'autre part, je pense que ça fait écho aussi à des réflexions qui portent de manière plus large sur le changement social, sur le fait que CCO a, moi je crois, une certaine maturité dans la réflexion, des outils conceptuels et analytiques qui peuvent amener, si on les pousse peut-être davantage, à proposer un changement sociétal et donc à sortir même de l'organisation pour aller plus loin et dire mais comment on pourrait, par exemple, en prenant une approche relationnelle ou la notion de relationnalité, comment on pourrait penser, un peu comme l'invitation nous avait été faite par Orgenco et l'équipe de François, comment on peut penser le monde d'après. Je suis d'accord avec toi, mais je vois qu'il y aurait… Ça demande en fait à repenser et réinterroger peut-être des bases selon lesquelles justement CCO est plus orienté vers une visée analytique ou heuristique et qui serait moins justement celle d'un changement social ou radical. Je rajoute juste une ou deux petites réflexions. Effectivement, il me semble que c'est d'autant plus d'actualité qu'il faut, enfin, d'autant plus d'intérêt qu'il faut… Ça serait bien de pouvoir aider les entreprises à savoir comment changer, comment faire face à la crise en ce moment. Et ce n'est pas forcément juste en regardant comment elles font qu'on peut les aider. Et puis ensuite, je me dis, c'est un peu ce que les CCO font lorsqu'ils ont une posture critique. Parce que finalement, tu ne peux pas avoir une posture critique sans avoir un modèle implicite de ce que les choses devraient être et qu'elles ne sont pas dans la réalité. Donc, il me semble que déjà dans les approches critiques en CCO, il y a une utopie implicite, quoi. Enfin.
Je propose qu'on élargisse la conversation en incluant Fred et Camille. Oui. Et il y a une bonne question, je trouve, que Danny a posée sur le document partagé, où il fait le lien, disons, entre la présentation de Fred et celle de Consuelo, où il demande en quoi l'auto-ethnographie, dans sa posture plus engagée, se rapproche-t-elle de la recherche-action? Quelle frontière pourrait-il y avoir? Donc, Fred, pourquoi est-ce que quand tu nous parles d'auto-ethnographie chez MSF et de ton rôle de participant, pourquoi ce n'est pas un peu de l'intervention comme ce que proposent Consuelo, Geoffrey et Frédéric? Oui, tout à fait, c'est un bon point. Donc, j'ai rien contre la recherche-action et je peux voir des liens évidents entre les deux. Est-ce que là, moi, je vois la recherche-action comme étant quelque chose justement lié au changement, donc avoir une certaine influence ou un changement, ou dans mon cas de figure auto-ethnographique, j'étais comme une barrière, ou en fait, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout là en train d'aider, mais qui était très limité dans sa vision du monde et de MSF. Donc, peut-être que j'ai une vision naïve de la recherche-action où on est vraiment là pour améliorer les pratiques, pour être en mesure de contribuer positivement peut-être à l'organisation. Et tandis que l'auto-ethnographie, ça peut être des histoires qui sont finalement des déceptions ou des limites. Donc, je le verrais de manière plus critique, l'auto-ethnographie, que la recherche-action. Est-ce que Camille, si on te posait la même question par rapport à ton terrain à toi, est-ce que tu faisais de la recherche-action? Parce que en plus, tu avais une bourse, si je me souviens bien, qui supposait que tu aides cet organisme-là. Est-ce que tu as fait ça un peu aussi? Oui, non, moi je ne définis pas ma démarche comme de la recherche-action parce que de ce que j'ai compris aussi de la recherche-action, il y a vraiment l'objectif aussi de documenter le changement qu'on apporte et de pouvoir un peu aussi mesurer quelle est l'évolution qu'on a apportée et tout ça. Puis moi, c'était pas dans cette perspective-là que j'ai en tout cas commencé mon terrain et donc ensuite j'étais pas dans cette perspective-là. Par contre, j'étais dans une démarche de recherche collaborative qui est aussi très liée au fait que j'étais liée à cette organisation par une bourse Mitax. Donc Mitax, c'est un organisme qui donne des bourses pour travailler entre universités et entreprises privées, ou publiques d'ailleurs. Et donc ce lien-là, Mitax, c'est sûr que ça nous formalisait aussi une démarche de recherche qui était collaborative dans le sens où les gens qui participaient à ma recherche étaient autant, peut-être pas un statut de co-chercheur non plus, mais en tout cas, ils se sont beaucoup appropriés ces problématiques-là. Et en fait, c'est même de eux que venaient certaines des problématiques que j'ai abordées avec eux. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un entre-deux, recherche collaborative. Consuelo, j'ai vu que tu avais une question pour Camille, justement, dans le document. Est-ce que tu veux la lui poser? Oui, il faut juste que je la repère. Oui, c'est une question pour faire le... Mais je ne sais pas, Camille, si tu étais là ce matin. Donc, oui, j'étais là. Je ne suis pas non plus 100% familière de Ricoeur. Parce que je voyais des liens entre votre présentation et celle de Christelle, Joanne et François, notamment, et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée dans le Drive pour eux aussi. Je leur avais demandé quelle est la place du journal de bord dans cette démarche herméneutique de Ricoeur. Et là, dans votre cas, je parle de vous parce que Boris est aussi inclus. Dans votre cas, le journal de bord est vraiment le texte de base pour amener cette pratique réflexive. Donc, en tout cas, moi, je voyais qu'il y avait un lien on pouvait faire un lien avec ces deux présentations en termes d'une démarche herméneutique qui, dans un cas, se baserait sur le journal de bord comme texte et disons peut-être, je ne sais pas si c'est la première ou deuxième mimésis, ou peut-être entre les deux. Dans l'autre cas, c'était plus ce récit ou ce entretien narratif que Joanne et Christelle faisaient avec François. Donc, c'était plus si tu voyais des liens ou si c'est une pratique qui est complètement différente. Voilà. Oui, mais je pense qu'on parle un peu de la même chose, mais peut-être de perspectives différentes. Moi, j'aurais besoin de m'immerger un peu plus dans Ricoeur pour bien comprendre tous ces différents moments, mais bon, moi, ça s'est passé de façon très, très itérative et je crois que pour
pour Christelle et Joanne aussi. Mais oui, certainement qu'il y a des liens. Merci. Donc, je vois deux autres mains levées, François, enfin les deux François d'ailleurs. Donc, on va commencer par Corinne. Ok. J'ai une question pour Camille et peut-être aussi pour Fred. C'est très bref, Camille, mais je me disais, la manière dont tu parles de réflexivité, donc c'est au sens effectivement classiquement ethnographique, mais il y a une autre acception du terme réflexivité au sens de l'ethnométhodologie, qui est là, effectivement, nous parle de la manière comment la manière dont on agit finalement produit les situations ou participe à la production des situations dans lesquelles nous sommes. Et je me disais finalement, ta démarche ressemblait un petit peu aussi à la deuxième forme de réflexivité, c'est-à-dire j'avais l'impression que effectivement, par exemple, en t'interdisant d'enregistrer à l'insu des gens, finalement, tu participais réflexivement à quelque chose que tu voulais produire dans ton environnement, c'est-à-dire une situation de confiance et de respect de la vie privée, etc. Donc c'est comme si les deux réflexivités se rencontraient. Donc ça c'est ma question pour Camille. Puis pour Fred, je me disais en même temps, j'ai l'impression que quand je t'entends que c'est un petit peu de l'autoflagellation, c'est-à-dire que tu dis j'étais naïf, tout ça, etc. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est peut-être très Wyckien ce que je vais dire, mais quelqu'un qui arrive dans une organisation et qui a un regard neuf sur les choses et qui n'est pas pris dans les routines, tu sais, dans le regard. Alors peut-être qu'on peut dire que c'est néocolonialiste, ton regard, je ne sais pas, mais en même temps, c'est peut-être aussi, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est nécessairement mauvais d'avoir ce regard? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça peut être aussi finalement rafraîchissant d'avoir un regard comme ça en disant que c'est peut-être pas normal effectivement ce qui est en train de se passer, en tout cas de ton point de vue, quoi, qui est un point de vue peut-être qui n'est pas partagé par d'autres, mais qui a sa place aussi peut-être, et puis qui peut peut-être faire réfléchir ton environnement, et donc participer peut-être même d'une recherche-action en ce sens-là, ou d'intervention, ou de voir ce que ta soi-disant naïveté finalement peut contribuer à la réflexion. Enfin, c'est juste une petite remarque. Donc, je ne sais pas si, Camille, tu veux réagir Oui, oui, complètement, avec cette perspective ethnométhodologique de la réflexivité. C'est sûr que moi, en me mettant à limiter moi-même dans ma propre recherche, tout ça, c'était pour produire en effet cette situation où on met en place des pratiques et où j'accompagne aussi la mise en place de ces pratiques plus respectueuses de la vie privée et des données personnelles et tout ça. Mais il y a aussi, enfin, c'était pas que produire cette situation, c'était aussi moi faire un peu l'expérience aussi de ces contraintes. Et c'est intéressant quand on travaille sur des questions d'éthique, quand on essaie de voir se matérialiser des questions d'éthique, c'est beaucoup des questions de préoccupation. Nico et Frédéric ont écrit un article là-dessus, sur les Ethical Matters of Concerns. Et c'est vraiment ça, comment est-ce qu'on peut faire aussi l'expérience de ces préoccupations. Et donc ça se manifeste particulièrement bien dans la pratique réflexive, où on va toujours essayer de clarifier un peu des tensions, tout ça. Donc il y a l'idée de produire des situations, mais aussi faire l'expérience de certaines préoccupations. Merci. L'autre, François, en bas. Oui, mais donc, je poursuis dans cette veine-là. Pour Camille, en tout cas, du coup, je n'évacuerai peut-être pas si vite la question de la recherche-action. Ou en tout cas, je trouverais intéressant de peut-être renouveler le concept dans une approche peut-être moins post-positiviste telle qu'elle a été développée initialement, mais justement d'amener cette double réflexivité que tu viens exactement d'évoquer. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de produire des effets, ce qui est vraiment de la recherche-action selon moi. Mais avec la réflexivité que tu as amenée, je trouve ça intéressant en tout cas de repartir de ces éléments-là. Après, j'ai fait un commentaire pour Consuelo et Enco, mais je trouve intéressant l'approche, puis je voulais vous entendre sur cette perte cette potentielle injonction à la participation, en fait, qui peut être aussi une forme, enfin, comment vous vous positionnez par rapport
quand on parle d'intervention, il y a aussi cette potentielle instrumentalisation de l'approche CCO. Donc, qu'est-ce que comment vous voyez les choses par rapport à ça? J'avais levé la main pour autre Oui, chose. c'est ça, Je vais vas-y. d'abord répondre à cette question, François. Et Frédéric et Geoffrey, n'hésitez pas hein, à complimenter. Je pense qu'effectivement, on l'instrumentalise. Donc ça, bon, ce n'est pas le terme qu'on utilise, on dit opérationnalise. Donc, oui, il y a ces prémices de base, en fait, qui nous donnent comme un cadre qui est peut-être plus large et conceptuel, mais après, on a vraiment décidé de prendre des concepts clés. Et d'ailleurs, dans le chapitre, bon, il y a aussi d'autres concepts qu'on trouve intéressants, notamment celui de texte et conversation, qui peut s'opérationnaliser pour accompagner un changement. Et tu l'as déjà fait, François, dans des expériences précédentes, dans des recherches participatives précédentes. Donc, je pense que dans ce sens-là, oui, il y a une forme d'instrumentalisation dans laquelle les concepts CCO, on les opérationnalise pour penser la démarche et pour faire l'accompagnement. Donc, ce que je disais par rapport aux prémices, c'est que la communication, elle est vue, bon, évidemment, elle n'est pas un instrument, mais qu'on prend ces modalités de la communication comme des outils pour accompagner le changement. Donc, oui, est-ce que c'est une injonction? Je ne sais pas, mais certainement, et c'est là où je pense que les réflexions de Barbara Czarniawska sont intéressantes parce que c'est de reconnaître que finalement, on est en train d'hybrider de logiques qui originellement n'étaient pas les mêmes et qu'on se trouve, et donc on est amené à créer ces espaces liminaux qui vont à la fois répondre à une logique d'action et de résultats, mais aussi à une logique qui est plus interprétative ou heuristique. Donc, ça serait ma réponse. Je ne sais pas, Frédéric et Geoffrey, s'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter. Sinon, le commentaire que j'avais qui est plus général sur la réflexivité, si je peux me permettre que j'ai la parole, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que dans les trois présentations, et peut-être que c'est aussi quelque chose qui est propre au CCO, aux réflexions qu'on a par rapport à la réflexivité dans les approches où on a cette notion plus classique de réflexivité intersubjective entre les personnes, mais aussi la réflexivité des actions à la ethnométhodologie. Puis bon, Nico et moi, on essaie de travailler autour de la notion de réflexivité interobjective, mais concrètement dans la pratique, ce que ça demande, c'est de documenter toute la démarche et de revenir sur cette documentation qui prend souvent une forme narrative ou textuelle ou de récit. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant parce que dans une perspective CCO, ce retour vers le texte est aussi en train de constituer la démarche, l'organisation, reconstituer une nouvelle fois. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant qui est propre à la réflexion, peut-être, je ne sais pas si c'est propre, mais que de certaine manière, c'est quelque chose d'assez naturel dans la façon dont on pense la CCO et la réflexivité ensemble. Donc, c'était plus un commentaire général. Super, moi je pense que ce commentaire général nous permet justement de faire la transition vers la dernière partie de de cette journée-ci. Donc, le colloque continue demain, bien évidemment, mais là, aujourd'hui, on arrive à notre petite synthèse. Est-ce que, Dany, tu veux prendre le leadership de cette synthèse? Oui, mais il y a Isaac qui a une question. Oui, j'avais une question que j'avais écrite dans le document, que j'ai reposée sur le chat, que j'ai insisté. Pardon, je ne suis pas très doué pour animer. Vas-y, Isaac. Non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'il faut donner la parole à tout le monde. Oui. Donc, j'ai une question vite pour Fred, parce que bon, j'ai bien aimé sa démarche self-reflection, d'auto-réflexion, mais je n'ai pas vu le lien avec l'approche CCO. Donc, comment est-ce qu'on pourrait placer ta démarche dans une recherche qui est comme cadre théorique l'approche CCO? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Oui, tout à fait. Donc, j'ai inscrit dans le chat, là, ici, là, dans la question de la co-construction. Donc, ce n'est pas l'approche CCO. D'ailleurs, dans les deux vignettes, il y a aussi l'aspect de la com qui est en train de, disons, d'organiser, hein, parce que moi, en tant qu'expatrié,
au sein d'Haïti, entre autres, au sein de la CNET. C'est moi qui finis par organiser le message public de MSF. Donc, c'est moi qui ai mis en scène à travers ma peau, à travers mon titre d'expatriation. Donc, dans ce cas-là, il y a vraiment une réflexion ou une approche CCO qui nous indique que, dans le fond, c'est la com qui organise. Donc, de ce point de vue-là, en fait, mes scénettes et mes histoires suivent le modèle CCO, mais l'auto-ethnographie en tant que telle et cette démarche-là, d'un point de vue méthodologique, moi, je le vois simplement comme une co-construction des données où, en temps normal, on pourrait s'extraire ou on pourrait mettre l'accent sur ce que l'on va voir comme ethnographe. Et dans ce cas-ci, on est vraiment inclusif de notre propre démarche ou de notre propre expérience. Donc, c'est cette logique-là aussi que j'ai appliquée là, dans le papier ou dans le chapitre de livre.